is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bonjour à toutes et très bonne année 2024 à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors avec Cyril, on est uniquement deux aujourd'hui pour un live un peu spécial en ce début d'année, un live qui va présenter les meilleurs projets ou quelques-uns des meilleurs projets que nous avons eu dans la promotion Finet, qui était la promotion qui vient juste de se terminer en fin d'année 2023. Donc on a pris un petit programme particulier, on va vous présenter les 5 des meilleurs projets qu'on a eu l'année dernière. On va se représenter très rapidement. Donc Cyril, si tu veux, je te laisse te présenter et je me présenterai après. Du coup, je suis Cyril Castagnet, je suis formateur des développeurs chez Alira. Et donc, quand on verra notamment des applications décentralisées, ce sera le fruit des formations développeurs et donc du coup, du travail de nos développeurs pendant la fin de leur formation. Impeccable. Et de mon côté, donc Gaëtan, moi je suis formateur de la formation consultant blockchain, conseil blockchain désormais chez Alira, et de la formation finance décentralisée. Et nous commençons donc avec le tout premier groupe que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous, représenté par Anthony, Christophe et Jean-Michel, donc qui étaient tous les trois apprenants en Finet. Mais avant de vous donner la parole, on va peut-être remettre un peu le contexte des projets qui a été fait. Peut-être Cyril, tu peux nous rappeler un peu dans quel contexte on fait ces projets d'école ? Ouais, tout à fait. Du coup, pendant les formations chez Alira, on essaye donc déjà, les formations sont certifiantes. Elles sont certifiantes notamment par la réalisation d'un projet final. Cette certification est réalisée avec un travail individuel que l'on estime pour chacun. Mais ce travail individuel fait écho à un travail plus général dans un groupe. Et donc, du coup, ces groupes sont mixtes. Ces groupes sont avec des consultants, enfin avec des gens qui pratiquent le conseil, avec des gens qui pratiquent la finance décentralisée ou avec des gens qui pratiquent le développement blockchain. Ces groupes mixtes font donc un projet qu'on considère d'envergure. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter du coup la finalité de ces projets. Yes. Et pour rappel, du coup, la plupart des groupes avaient du coup un développeur et ensuite 3 ou 4 conseils blockchain, enfin consultants blockchain ou finance décentralisée. Ça peut être des mélanges parfois, souvent à dominante conseil, mais c'est des mélanges divers et variés de ces deux promotions-là. Ah oui, et juste un point, les projets sont réalisés en gros à peu près 1 mois, avec un coup de boost qui est donné sur les 2 dernières semaines, mais bon, c'est globalement 1 mois pour présenter et travailler ces projets. Exactement. Et on reste dans le cadre de projets d'école. Effectivement, ils ont ces projets-là à faire en plus de leur formation. Donc, c'est vraiment un travail intense, mais qui reste un projet d'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on soutient devant des investisseurs à la fin de cette formation. On va vous donner la parole. Du coup, je pense que c'est Anthony qui présente. C'est ça, Anthony ? Tout à fait. Allez, tu peux présenter ce que tu veux. Et bonjour à tous d'abord, et puis très bonne année à tous ceux qui sont présents. Alors voilà, normalement vous devez voir l'écran. Tout à fait.
Super. Donc nous, de notre côté, c'était le projet effectivement Inkvault, qui a pour objectif en fait de travailler sur l'édition, on va dire les auteurs, quoi, l'édition littéraire en général. Notre équipe, donc effectivement, il y avait moi-même en tant que consultant, avec Christophe et Jean-Michel qui sont ici présents, et Julien en tant que développeur qui n'a pas pu se joindre à nous. Alors, pourquoi ce projet? En gros, nous, ce qu'on souhaitait adresser, c'était le problème que tous les auteurs font face, c'est des défis, des difficultés pour mener leur rêve littéraire. Donc, d'essayer, en gros, de simplifier et désintermédier le processus d'édition pour promouvoir une meilleure économie du livre. Et l'idée, c'est pourquoi le faire maintenant? C'est parce que avec la blockchain, il y a aussi une forte émergence des auteurs auto-édités depuis quelques années. Et la blockchain promet un monde sans intermédiaire et où, en gros, chaque lecteur, chaque usager peut être un partenaire direct de l'auteur sans forcément passer par une maison d'édition. Quelques chiffres du Syndicat national de l'édition, donc qui date de 2021. Voilà, environ 80 000 dépôts de livres, 20% donc d'auteurs auto-édités dans ces dépôts, 9,3% sont des e-books. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des droits d'auteur en France, en tout cas, est de environ 11,2%. Donc, notre solution, la question qu'on se posait, c'est si nous pouvions libérer la créativité et l'imagination des auteurs en facilitant le processus d'écriture et d'édition. Et donc pour ça, l'idée, c'est de créer en fait vraiment une communauté d'édition décentralisée, donc qui se nommerait Inkvault, et qui vise à adresser donc différentes transversales. Donc là, vous pouvez le voir sur l'image. Nous avons en gros quatre modules dans l'application. Enfin, 4 modules qu'on souhaiterait mettre en place. Donc, InClub, qui est la partie vraiment partager et fidéliser les lecteurs, donc vraiment avoir des communautés d'auteurs et de lecteurs. Le studio, qui permettrait de collaborer directement à travers la plateforme avec des professionnels de l'édition, donc des professionnels du type graphiste, relecteur, ce genre de choses-là. Le Ink Market, qui du coup, là, sert à faire la promotion et la distribution des livres. Et le Ink Stars, qui a été le point central, en gros, de notre projet chez Alira, c'est vraiment la partie financement des auteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on cherche vraiment à adresser tous les secteurs, donc collaborer, financer, sécuriser, promouvoir, distribuer, partager et fidéliser tout ce que les auteurs peuvent avoir besoin. En termes de MVP, ce qu'on a souhaité mettre en place chez Alira, c'était avant tout la marketplace qui permet de financer les auteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, Daniel est notre premier auteur sur cette image. Il ne le sait pas encore, hein, mais donc on a prévu en fait de faire deux choses dans cette partie financement, ce qu'on a appelé les Writer Fan Cards, qui en gros c'est un utility token sous forme de NFT de l'auteur, donc qui pourra être acheté et échangé sur le marché secondaire, et qui permettra à chaque détenteur d'avoir potentiellement des récompenses dans la vie réelle, hein, voilà, un dîner avec Daniel, un autographe, tout ce que peut imaginer l'auteur, donc c'est lui qui choisit. Et les fameux book shares. Donc les book shares, là, c'est vraiment de la tokenisation en fait de droits d'auteur, donc ce qu'on appelle les droits patrimoniaux des auteurs. Donc il y a les droits moraux et les droits patrimoniaux. Et non, donc l'idée, c'était de vraiment tokeniser les droits patrimoniaux, donc ce qui permet en gros à un détenteur de bénéficier de royalties sur toutes les ventes de l'auteur et tout ce qui est exploitation en fait de son œuvre. Donc par exemple, la création d'une série à partir de son livre, un détenteur de ce book shares pourrait très bien être éligible à recevoir des royalties. Donc il faut considérer ça en gros comme une action d'auteur que détient un lecteur. Voilà, petite architecture très rapide, très simple. Donc là, aujourd'hui, sur le MVP, on a déployé sur la partie sur Polygon, voilà, pour des questions de simplicité avant tout, mais pourquoi pas changer de chain.
En termes de business model, l'idée, c'est en fait d'avoir vraiment des business models sur les transactions. Donc, c'est-à-dire que toutes les transactions d'achat dans l'app, se verra ponctionner des frais. Et après, ce qu'on appelle le revenu sharing, donc c'est pareil, c'est des frais en fait de service de la plateforme sur la distribution des royalties. Voilà, donc moi j'ai terminé pour la présentation. On va juste, je pense que Christophe va prendre la suite. Je voulais juste donner un petit mot de la fin sur Bordeaux. On est en train de monter une petite association qui s'appelle la Plèbe du Web 3. Voilà, ça sera bientôt en ligne là, dès janvier. Donc je me permets de faire une petite annonce. Donc d'ici la semaine prochaine, pleb3.fr, vous pouvez nous rejoindre et venir voir ce qu'on fait. Sympa. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une communauté qui démocratise la blockchain, qui permet de promouvoir l'adoption de la blockchain auprès du grand public. Donc aider les gens en fait à pouvoir créer un wallet, faire des transactions sur la blockchain et comprendre les usages et pourquoi cette technologie a un avenir prometteur. Donc, si on a encore un petit peu de temps, je ne sais pas si Christophe... Bah ouais, Christophe, Oui. Pour présenter. Très rapidement, hop, je partage mon écran. C'est bon, vous voyez dites-moi quand c'est Yes, tout à fait. C'est bon. Donc là, on est sur donc ça c'est le MVP qui a été réalisé notamment par Julien, notre développeur. Donc la première page, là, c'est la page de l'auteur, donc de Daniel, où il y a un certain nombre d'éléments. On voit à combien il vend sa Writer Fan Card qui permet d'accéder à sa communauté. Et puis il y a un certain nombre d'onglets, donc un onglet Community pour interagir avec sa communauté, donc les gens qui ont acquis sa Writer Fan Card, la Bookshare qui est la page sur laquelle on affiche tous les droits patrimoniaux des livres qui sont mis en vente par Daniel, et puis un marché secondaire. Si on va sur le marché primaire, donc on voit que Daniel a mis en vente des 25% de ses droits patrimoniaux sur sa magnifique BD Alice au pays des cryptos. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont affichés, quand est-ce que ça a été mis, à quel prix, etc. Et puis la périodicité de paiement des droits d'auteur. Donc là, c'est quarterly, donc c'est tous les trimestres. Et puis, je vais pouvoir décider d'en acheter un. Donc, je peux décider d'en acheter même plusieurs parts. Donc là, j'ai un certain nombre d'éléments qui me permettent de prendre ma décision. Bon, pour l'instant, c'est pas très cher. En un clic, je vais pouvoir l'acheter directement sur la blockchain. Je vois ma transaction sur mon MetaMask. Je confirme. Malheureusement, on n'a pas le MetaMask. Ah oui, le MetaMask, il est sur j'aurais dû partager tout l'écran. Vous devez me faire confiance. Je vous montre la transaction sur la chaîne. Ça. Allez, c'est la preuve qui est encore en cours. Donc, j'ai fait l'acquisition d'un Bookshare, donc tous les trimestres, en fonction des ventes de Alice au pays des cryptos, je toucherai une partie des royalties de la BD que j'ai aidé à financer. Voilà. Excellent, super. Merci à vous pour la présentation, c'était très clair et c'est très agréable et joli à écouter et à regarder. Donc, franchement, l'idée était très bonne. Ça marche bien. Que vous comptez un petit peu faire évoluer derrière? Excuse-moi Gaëtan, t'avoir coupé. Vas-y. Eh bien, écoutez, oui. Alors, moi qui étais un peu porteur de ce projet, j'aimerais bien essayer de continuer l'aventure. L'idée, c'est d'essayer aussi de faire intervenir, rentrer dans le projet des personnes qui soient un peu plus proches du monde de l'édition. Parce que voilà, aucun de nous, en fait, n'est proche de l'édition. Donc l'idée, c'est d'essayer effectivement de se rapprocher soit de petites maisons d'édition, ce genre de choses-là, pour voir s'il y a un intérêt et comment travailler. Après, là, les grosses problématiques en fait de ce projet, c'est surtout la réglementation. Parce que évidemment, c'est un security token, le Bookshares, donc ça pique en termes de réglementation, pour faire simple. Et surtout, il y a un problème sur le business model du fait que le fait d'être un security token, on ne peut pas avoir de marché secondaire. Donc là,
toute la partie marché secondaire sur lequel le business model s'appuie tombe un peu à l'eau. Donc voilà, moi j'ai pris contact avec des avocats, notamment les avocats qu'on a vus pendant les cours, pour discuter de tout ça et voir ce qui était possible. Mais voilà, ça semble complexe. Ok, je comprends. Bon, il est 12h45, on doit vous laisser et passer au groupe suivant. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Jean-Michel et merci beaucoup Christophe. Ben, merci à vous. C'est très agréable de voir un projet. Merci. À très vite, travailler ensemble. Merci à vous. Et on va du coup passer au projet 2. Hop. Avec Mickaël, avec Laurent, avec Maxence et avec Johan. Et je change le petit overlay quand même, ma foi. Salut les gens, comment allez-vous? Très bien, bonjour à tous. Salut, bonjour à tous, bonne année. Bonne année à tous. Alors du On coup, se lance on est là pour voir votre projet. Ouais, tout à fait. Parlez-nous un petit peu de votre projet et montrez-nous vos présentations si vous les avez. Laurent, j'ai vu que tu partageais ton écran, c'est super, comme ça il n'y a même pas besoin d'attendre. Ok, donc je me lance. Donc on va vous parler de AutoChain Ledger. Donc pour faire très simple, il s'agit d'un carnet d'entretien automobile qui s'appuie sur la blockchain. Mais en réalité, c'est un projet un peu plus large et un peu plus ambitieux que ça. Et avant de vous le détailler, il faut comprendre le contexte de la distribution automobile. Aujourd'hui, la distribution automobile est en train d'être bouleversée par le fait que les constructeurs veulent tous s'inspirer du modèle de Tesla et faire de plus en plus de ventes directes et de ventes par Internet. Donc finalement, les concessionnaires vont voir leur rôle évoluer, ils vont devenir des agents commerciaux, des apporteurs d'affaires pour le compte du constructeur et ils ne vont plus jouir de la totalité de la marge qu'ils faisaient sur les véhicules neufs. Ils vont donc devoir développer des activités occasion et SAV. Ça va vraiment devenir de plus important pour eux s'ils veulent préserver leur marge. Et puis, un chiffre à garder en tête pour tout à l'heure, c'est que sur le marché de l'occasion, une vente sur deux se fait entre particuliers, sur des plateformes comme La Centrale et Le Bon Coin. Donc, dans ce contexte, les enjeux pour les concessionnaires sont de proposer des services innovants et différenciants pour trouver de nouveaux clients, une fois qu'ils les ont, les garder le plus possible dans la durée, donc les fidéliser. Capter une part plus importante du marché VO. Tout à l'heure, je vous ai dit 50% du marché VO qui se fait sans eux aujourd'hui, enfin 48%, mais ce chiffre va en croissant. Donc, il faut qu'ils trouvent des solutions pour faire venir vers le réseau des acheteurs du marché particulier. Et puis, ils doivent également trouver des solutions pour allonger la période de fidélité sur tout ce qui concerne l'entretien, la prévente du véhicule. Donc, AutoChain Ledger propose une solution qui vise les concessionnaires et qui permet aux concessionnaires d'associer, à chaque fois qu'ils vendent un véhicule neuf, un passeport digital basé sur la blockchain. Alors ça, c'est le terme grand public pour ne pas faire fuir nos futurs clients. Mais en fait, il s'agit d'un NFT et je laisserai Maxence tout à l'heure vous en dire plus. Et d'ailleurs, je parle de Maxence et j'ai oublié de dire que sur le projet, j'étais associé avec Mickaël et Johan en tant que consultant et Maxence qui était notre développeur. Donc ce passeport, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va y lier de manière infalsifiable, c'est tout l'avantage de la blockchain, tous les événements liés au cycle de vie du véhicule. Donc ça peut être des entretiens, ça peut être un rappel constructeur, ça peut être l'évolution du kilomètre au fil de l'eau, puisque les véhicules sont de plus en plus connectés et via des applis, on peut capter avec l'accord, le consentement du client, le kilométrage tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et puis ensuite, ce passeport, il pourra être consulté par le porteur du véhicule, mais également par un futur acheteur qui voudra connaître l'historique du véhicule de manière certaine et indiscutable. Ensuite, on va également proposer aux porteurs de ce passeport un programme de fidélité et de parrainage complètement dématérialisé. Les concessionnaires n'ont pas le temps de s'en occuper, mais veulent en bénéficier. Et l'idée, c'est de rétribuer le porteur du NFT, donc le propriétaire du véhicule, chaque fois qu'il fait quelque chose sur le concessionnaire. Il achète un accessoire, il emmène son véhicule en entretien, il est récompensé. Donc là, on est sur un programme de fidélité. Sauf que nous, on l'imagine peut-être le faire avec des cryptoactifs, récompenser avec des cryptoactifs, à discrétion du concessionnaire de voir s'il voudrait plutôt utiliser des stablecoins ou laisser ses clients aller s'exposer à des valeurs un peu plus volatiles. Et puis, une des forces du projet, c'est de trouver une solution, même lorsque le véhicule va se revendre ensuite sur le marché de l'occasion entre particuliers,
Ben, l'idée, c'est d'inciter le client du concessionnaire, qui sera alors devenu un vendeur du véhicule, l'inciter à mettre en relation le client N+1 avec le concessionnaire. Et pour ça, l'idée, c'est de se dire, vous allez gagner des points sur votre cagnotte, gagner de la valeur, hein, des cryptos, mais pour les toucher, on vous demande de nous mettre en relation avec l'acheteur de votre véhicule. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je vends mon véhicule sur le Bon Coin, bien que je l'ai acheté chez BMW La Rochelle, par exemple, BMW La Rochelle ne sera pas au courant à qui je l'ai vendu. Donc là, on incite le vendeur du véhicule à le mettre en relation. Donc, on développe les interfaces pour recueillir les consentements conformément au RGPD. Mais tout ça, c'est automatisé et c'est gagnant-gagnant. Finalement, le vendeur du véhicule touche sa cagnotte, l'acheteur récupère le passeport avec le carnet d'entretien qui est dans la blockchain, et le concessionnaire dispose d'une fenêtre pour parler à l'acheteur du véhicule et lui proposer ses services, à lui d'être convaincant pour que l'acheteur du véhicule n'aille pas faire entretenir son véhicule chez Feu Vert ou chez Noroto, mais reste fidèle au réseau. Donc voilà pour les grands principes de notre projet. Je vais laisser la main à Maxence pour vous présenter le POP qu'on a développé donc, dans le cadre d'Elira. Et puis je pourrais revenir après, si vous le souhaitez, sur l'avenir du projet. Non, mais c'est super. Maxence. Vas-y, Maxence, quand tu veux. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Ça bug, non? C'est OK. Ouais, ça bug pas mal, ouais. C'est bon, ça bug. Non, c'est bon. Je vais vous présenter la vue concessionnaire, donc la personne qui va délivrer les passeports numériques qui symbolisent le véhicule au futur propriétaire. Donc, je vais m'y connecter. Voilà, je suis connecté. Marque administrateur, parce qu'en fait, je suis le propriétaire de celui qui a déployé les smart contracts, mais je me concentrer sur l'espace concessionnaire. Et sur l'espace concessionnaire qui permet de délivrer les différents passeports numériques, là, on peut déjà voir qu'il y a eu plusieurs carnets d'entretien, passeports numériques délivrés. Le concessionnaire peut visualiser les différentes maintenances qui ont été faites sur les différents véhicules. Donc, si on va sur la Mustang, elle n'a pas de maintenance. Sur la Swift Sport, on peut en voir. Je vais en ajouter une tout à l'heure. Et donc, comme me disait Laurent tout à l'heure, quand un concessionnaire vend une voiture, il peut délivrer un carnet. Et à ce moment-là, il doit renseigner l'adresse du wallet du futur propriétaire. Il va choisir une image, donc ça peut être une photo qu'il a prise, peu importe. Et pour cette image qui va être sur le NFT. Ensuite, le VIN. Alors, le VIN, aujourd'hui, on le rentre en clair, mais en fait, il va être crypté parce que le VIN permet de retrouver la donnée personnelle du propriétaire, de la personne qui détient le véhicule. Et comme nous, on ne veut pas que cette information soit sur la blockchain, elle est cryptée. Donc, je vais mettre un VIN totalement fictif. Sélectionner la marque du véhicule. Donc, j'ai une liste de vente, mais je ne sais pas si vous la voyez, oui. Et là, le modèle, c'est un Vitara. Et je vais envoyer toutes ces données. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que toutes les données que j'ai renseignées dans le formulaire vont être soit transformées, soit vont être renseignées dans les métadatas du NFT. J'ai une transaction MetaMask qui s'est ouverte, mais vous ne voyez pas ce qu'elle est sur mon autre écran. Je vais confirmer la transaction. Et là, je suis en train d'envoyer toutes les données sur la blockchain. Mon smart contract, j'ai un smart contract qui va venir enregistrer toutes les données et elle va venir délivrer le NFT à l'adresse renseignée plus haut. Donc, si après, je reviens sur la homepage, je vois que l'applicatif commence à récupérer les données de IPFS et donc fetch les données et les métadatas du NFT. Et si besoin, si les données ne sont pas encore totalement chargées, je peux quand même intervenir sur le passeport numérique du véhicule. Et là, en l'occurrence, je peux ajouter une maintenance que je vais vous montrer. Voilà, vitesse de courtoisie, révision. Et je vais envoyer. Et là, tout pareil, en fait, grâce à l'ID du NFT, qui est le VIN du véhicule crypté, je peux ajouter une nouvelle maintenance. Donc voilà, la maintenance est en cours d'enregistrement. Et
Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, Laurent, désolé parce que j'ai un peu de monde qui bouge autour de moi, je suis un peu déconcentré. Et comme je disais tout à l'heure, Laurent, c'est que comme les concessionnaires vont vouloir fidéliser leurs clients et aussi savoir un peu où le véhicule va être vendu, il est tout à fait possible de pouvoir transférer le NFT d'un client N1 à un client N2. Aujourd'hui, sur le projet, quand on délivre un NFT passeport numérique à quelqu'un, on ne peut pas le propriétaire du véhicule et donc celui qui détient le NFT ne peut pas l'échanger, ne peut pas le vendre parce que j'ai utilisé le IP 5192 qui est le minimal Salboon token qui permet, grâce à quelque chose que j'ai programmé dans le smart contract, d'éviter de pouvoir échanger le NFT. Et donc, en fait, il n'y a que le concessionnaire, enfin ceux qui ont le rôle concessionnaire, qui peuvent échanger ou récupérer le NFT si besoin, s'il viendrait avoir une catastrophe. Par exemple, si un des propriétaires vient à décéder, ce qui peut être très tragique, il peut récupérer le NFT et soit le burn, soit après le redistribuer à quelqu'un si la voiture est encore neuve, si elle est rachetée, etc. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer. On va imaginer que le propriétaire de la Nissan GT-R R34 veut vendre son véhicule et donc le vendre à un autre, le vendre à quelqu'un. Maxence, je vais devoir un peu te couper parce Ok, d'accord, que sinon pas de après on va souci. pas pouvoir faire passer tous les groupes. Mais Allez, pour petite finir, question de Frédéric. vite fait, en fait, à chaque fois qu'un propriétaire de véhicule vient faire une maintenance sur son véhicule, il va recevoir une quantité de tokens, de tokens, oui. Et à la fin, quand un propriétaire de véhicule va venir revendre son véhicule, il va venir se voir abondé de toute sa cagnotte dans son wallet, dans son MetaMask, dans son wallet crypto. Voilà. Parfait. Question qu'on a eue du chat, quelle blockchain vous avez utilisé pour le projet? Alors aujourd'hui, là, on est sur Sequoia. Après, demain, ça serait à changer, on irait sur une blockchain de type ZK. Ok. Voilà. Okay, alors après, Sequoia, quelle blockchain? Oui, on avait pensé à Polygon. Après, laquelle exactement, on n'est pas encore décidé. Ok, ça marche. Pour tout le monde, Sequoia, c'est un réseau testnet d'Ethereum, pour ceux qui ne savent C'est ça. pas. Voilà. Parfait. Bah, merci à vous. On va pas avoir le temps de poser plus de questions, malheureusement, sinon on va prendre du retard pour les groupes d'après. Mais on vous remercie vraiment pour votre présentation. C'est super instructif. Et on vous souhaite bonne continuation surtout. Merci. Merci. Laurent, merci Michael, merci Maxence, merci Yoann. Ciao. Et bonne année encore une fois. Allez, on va passer au groupe 3. Yes. Groupe 3, nous avons du groupe 3 Olivier et Nabil qui sont avec nous. Hop. Bonjour à tous. Avec le Bonjour à petit tous. pareil de la bannière. Bonjour Olivier, bonjour Nabil. Salut vous deux. Salut. Merci. Bah pareil, hein, vous pouvez directement présenter votre projet qui s'appelle Core, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, tout à C'est fait. ça. Core pour l'épicentre et la réception des dons en crypto-monnaie dont nous allons vous parler tout de suite. Tu Bah, partages, c'est bon. tu mets la homepage, Nabil? Non, Ouais. c'est bon. Hop là. C'est bon, en effet. Ok, donc merci encore de nous recevoir aujourd'hui. Donc voici la présentation de notre projet pour lequel nous avons voulu rester pragmatique dans le cadre de la soutenance à l'IRA, c'est-à-dire que nous avons donc privilégié la compréhension et la mise en pratique technique du cursus dans le cadre de la soutenance, en lieu et place d'une grosse stylistique et d'un graphisme et design approfondi pour lequel nous bosserons dessus plus tard. C'était le but de chacun des membres avant tout, d'avoir une compréhension globale du projet. Et donc après un audit assez rapide et facile, nous avons constaté le manque cruel des dons en crypto-monnaie en faveur des ONG nationales et internationales. C'est-à-dire que c'est quasiment totalement absent. En effet, des structures renommées telles que Sea Shepherd, Green Forest, WWS, si je ne m'abuse, ne reçoivent que des dons uniquement en fiat, avec un manque à gagner concernant le marché exponentiel des cryptos. Et hormis une célèbre ONG mondiale, dont je tairai le nom ici pour ne pas faire ombrage au futur superbe de notre projet, non, évidemment, c'est un clin d'œil, il n'y en a qu'une actuellement sur le marché mondial des ONG qui reçoivent des dons en crypto-monnaie. Et c'est ainsi que nous est venue l'idée de combler ce fossé entre la richesse numérique et les besoins humanitaires réels en apportant une réponse efficace
à la détresse budgétaire des ONG pour des traumas et des causes de l'urgence de type tsunami, tremblement de terre, des besoins ponctuels ou des récurrences, comme chez nous ici avec les Restos du Cœur, qui ont besoin de fonds récurrents chaque année, même plus que jamais, pour répondre à la détresse humaine. Et à cette idée de dons en crypto-monnaie est venue se greffer la multiplication des dons grâce à la finance décentralisée et au lending, qui s'avère dans le cadre de notre projet blockchain un atout majeur. Et nous avons donc choisi le protocole AAV, même si pour le cadre du projet, nous sommes restés sur Sequoia comme le groupe d'avant. Nabil va donc vous expliquer le contenu et le fonctionnement technique du projet. Mais avant tout, je voulais dire qu'on a aussi creusé tout ce qui était l'aspect compliance, fiscalisation, défiscalisation, droit. Si jamais nous voulons continuer, il faudra qu'on aille au bout de ça, mais dans le cadre du projet, on n'a pas été plus loin sur cette question juridique. Voilà, c'est pour ma partie, c'est bon. À toi, Nabil. Donc voilà, bienvenue sur notre portail Core. Donc je vais dérouler la démonstration en deux parties. Une partie pour le donateur, une fois qu'il arrive sur notre application, et une partie pour l'association, comment il va gérer ses dons. Donc pour le donateur, en gros, lui, il aura accès à différentes associations et il n'aura plus qu'à choisir en gros l'association pour laquelle il souhaite donner. Donc mettons qu'on souhaite donner à cette association. En cliquant sur Je donne, il aura accès à son profil, sa mission et les causes qu'il défend. Donc ensuite, s'il souhaite donner, il n'a plus qu'à cliquer sur Je donne et là, il atterrit sur un portail de paiement en gros. Donc depuis ce portail, il doit remplir ces informations. Pour un organisme, du coup, il y aura plus de choix à remplir, c'est normal. Ensuite, là, je vais me connecter directement pour qu'on ait plus de détails, mais dans la partie Mon don, du coup, il aura à choisir son token. Là, dans le cadre de la formation, il n'y a que 4 tokens, mais à l'avenir, on souhaiterait passer par Layer 0. C'est un protocole qui permet le transfert de tokens RC20 de blockchain, enfin d'une autre blockchain vers une autre blockchain, sans passer par des bridges ou un exchange décentralisé. Donc là, mettons qu'on souhaite faire un don de DAI. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a accès au balance du wallet. Donc là, je rentre en même temps. On peut choisir de laisser une contribution du coup à l'application. Dans le récapitulatif, du coup, en validant notre don, le process de paiement s'initie. Donc je vais ouvrir la console pour qu'on voit un peu ce qui se passe en arrière-plan. Donc si ça prend un peu de temps, je passerai directement sur le dashboard, parce qu'en ayant fait des tests, ça prenait un peu du temps à la veille, en espérant que ça aille un peu plus vite. Il ne faut pas oublier que notre ami Nabil est aux Comores et des fois il y a des petits problèmes techniques. Voilà, moi j'ai de la chance, ça va un peu vite. Donc là, la transaction a été validée pour l'approbation du transfert. Donc là, comme vous pouvez le voir, un transform s'effectue. En gros, on va effectuer un swap parce qu'on souhaite, en fait, pour l'association, on pensait que ce serait plus pratique pour lui de manipuler ses actifs en stablecoin plutôt que les tokens que le donateur va donner directement. Donc, comme je disais, là, on va effectuer un swap directement au moment du don. Donc là, on va utiliser un protocole qui s'appelle OXSwap qui permet, en gros, c'est un agrégateur de DEX qui va permettre du coup de swapper les tokens directement en arrière-plan, en fait. Donc là, après, on a tous les hash de transactions. Si on regarde sur le bloc, l'explorateur de blocs, on pourra voir toutes les transactions qui ont été effectuées. En attendant, je vais me connecter côté association. Donc, côté association, lui, il aura accès à un dashboard où il pourra en gros mettre en lending les dons qu'il a reçus ou les retirer via un rempoff. Un rempoff, en gros, ça va être un système qui va permettre de convertir ces crypto-monnaies en fiat directement. Donc là, le transfert va s'effectuer après le swap côté donateur. Le donateur va confirmer. Donc là, la transaction a été effectuée après plusieurs blocs de validation. Un NFT va être minté. Ce NFT va servir en gros de certification. En gros, on souhaiterait
Quand un donateur fait un don, l'association va générer un CERFA qui va confirmer en gros, qui va affirmer en gros le don, qui va en gros confirmer le don. Et on souhaiterait justement associer ce CERFA à ce NFT-là pour en gros certifier du don. Donc là, le don a été effectué. Le donateur va recevoir un NFT. Et côté association, quand il se connecte dans son dashboard, il pourra avoir accès à son montant. Du coup, les NFT qui ont été donnés et pouvoir les mettre du coup soit en lending, avoir accès au montant, au rendement qu'il a généré via le lending et pouvoir le retirer via le REMPOF, comme je disais plus tôt. Donc, si je souhaite bloquer mon montant en tant qu'association, je vais valider. Pareil, je vais mettre la console pour qu'on puisse voir un peu en détail ce qui se passe. Donc là, c'est pareil. Là, je tenais à préciser aussi que là, dans le cadre du projet, on a mis un point d'honneur à ce que ce soit en gros le plus frictionless possible pour l'association, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'intervention de la part de l'utilisateur lorsqu'il souhaite mettre en landing le montant de ses dons. Comme ça, pour qu'en gros, il n'ait pas l'impression qu'il soit vraiment dans une application Web3, mais plus sur une application Web2 et que vraiment ce soit facile d'utilisation. Ensuite, à l'avenir, comme disait Olivier plus tôt, vu qu'on souhaite développer le projet, nous, ce qu'on souhaiterait intégrer du coup dans l'application pour l'association, ce serait un wallet account abstraction, c'est-à-dire un smart contract qui agit comme un wallet, mais qui permet en gros différentes possibilités de récupération autres que la clé privée. C'est-à-dire que si le propriétaire du wallet venait à perdre sa clé privée, il pourrait avoir accès à différentes méthodes de récupération pour pouvoir récupérer ses fonds, plutôt que s'il perd sa clé privée, là du coup il a perdu tous ses fonds. Donc voilà pour la démo. Si j'actualise, on pourra voir que le montant il a été mis à jour. Donc après il y a lui qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Voilà. Donc là on était à 13 000 et là on est à 13 200 USD. C'est top. Il y a une question de Julien qui demande sur le projet précédent, et je crois que vous utilisez la même techno. Il y avait un bouton wallet, il y avait une pop-up qui affichait plusieurs wallets, dont MetaMask, et la techno utilisée ici est RainbowKit. Vous l'utilisez aussi, Ouais. Nabil? Non, là pour le projet, j'ai pas utilisé RainbowKit. Ah ouais? Pourquoi j'ai pas utilisé RainbowKit? Parce que, en gros, c'était par rapport à lui, en fait. Du coup, par rapport à l'interface utilisateur, c'était une interface utilisateur que je souhaitais pas, je voulais la faire moi-même. Du coup, j'ai vraiment utilisé, c'est pas Web3, mais WAGMI, du coup, pour tout ce qui est connexion de wallet et création de wallet, du coup, pour l'association. Parce que là, dans le cadre du projet, je disais que, là, pour développer le projet, je disais qu'on allait utiliser de la compte abstraction, mais là, dans le cadre du projet, on n'a pas utilisé ça. Mais du coup, c'est nous-mêmes qui générons les clés, les adresses des associations, et du coup, les clés privées, c'est nous qui les possédons. Mais à l'avenir, c'est pas quelque chose de possible, je pense. Non, c'est une trop grande responsabilité. Ouais, niveau compliance, ça va être compliqué de se placer, du coup, en détenteur d'actifs pour un tiers. À noter aussi. Pardon. Non, je disais que, juste pour finir, à noter aussi que dans le cadre du projet, on avait aussi cette volonté d'utiliser le protocole RAMP pour pouvoir faire des conversions en fiat aussi pour les ONG directement avec des virements bancaires. Voilà. Ouais, donc là, c'est pas intégré, mais par exemple, là, je souhaite retirer. Un projet dans le futur. Évidemment, on n'était pas que deux, on était quatre. Il y avait Agathe Lemierre aussi, qu'on remercie énormément pour son super light paper, et Sébastien Lecomte pour tout ces réflexions pertinentes qui n'ont pas pu être aujourd'hui, mais on était tous les quatre. C'est un projet que vous souhaitez continuer ensuite, ou ça s'arrêtera au stade du projet d'école? Moi, vu que j'ai un cerveau en arborescence et que ça fume tout le temps, je me dis, ouais, j'aimerais bien, quoi. Moi, personnellement, moi aussi, j'aimerais bien. Ouais, Nabil aussi. Top, excellent. Merci à tous les deux en tout cas pour cette présentation. On va enchaîner avec le groupe 4, sinon on va être un peu juste niveau timing, mais c'était non, pas tout on a essayé très intéressant. De rentrer dans les 10 minutes. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci à tous, merci à tous les deux, bonne journée. Merci Saïd, merci Olivier. Nabil, pardon. Juste avant de passer à la suite, je voulais juste qu'on fasse un tout petit point sur les formations. On a une nouvelle promo qui... je ne sais plus si on m'entend ou pas. Si.
Ok. On a une nouvelle promo qui commence à partir du 22 janvier pour les formations blockchain. Cette promo s'appelle Lovelace et donc elle commence le 22 janvier pour les promos blockchain. Elle commence le 29 janvier pour les promos IA. Il y a des webinaires qui sont prévus, il me semble, le 8 janvier et le 15 Ça. janvier. Pareil, encore une fois, pour blockchain et pour IA. 8 janvier Donc, pour la blockchain et 15 janvier pour l'IA, c'est ça. Tout à fait. Et donc voilà, donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés de rejoindre les formations et de faire des projets au moins aussi beaux que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, eh bien vous pouvez évidemment rejoindre le truc. À quelle heure? Il me semble que les webinaires sont autour des 18h. Tu peux aller directement sur alira.fr, Karamaya, si le cœur vous en dit, alira.fr et vous trouverez toutes les informations. Bah, notamment pour Et vous donc, inscrire du coup, sur les webinaires. exactement. On va recevoir donc nos 2 prochains présentateurs de projets que sont Nicolas et Jérémy. Bonjour Nicolas, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et donc, encore une fois, on a un conseil blockchain et un développeur blockchain, plutôt cool. Vous allez donc pouvoir nous présenter votre projet qui s'appelle Betwave, exactement. Allez-y, quand vous voulez. Voilà, du coup, là, donc c'est le projet en fait Betwave qu'on a créé avec, grâce, on va dire, à l'école, on va dire, à l'école Alira, donc qui est une plateforme de Paris. Donc, quelques chiffres sur le monde, on va dire, du Paris, c'est 40 milliards de dollars en 2023 et il prévoit environ 62 milliards en 2027, soit une augmentation de 50% et avec un taux de retour aux joueurs limité. Et donc, du coup, la moyenne est entre 80% et 95% en fonction des paris, des plateformes et des pays. Les problèmes de marché. Donc, les plateformes sont centralisées. Il n'y a pas longtemps, il y a encore eu un problème avec une plateforme française. Un taux, on va dire, de retour aux joueurs limité par les plateformes, par les États, par les frais. Les paris sont limités par les bookmakers, c'est-à-dire que ce sont eux qui décident quel pari ils proposent ou non. Ainsi, au final, que les cotes. L'utilisateur, le parieur, ne décide de rien. On constate aussi un manque de transparence et une limitation des mises pour les parieurs trop gagnants. Notre solution, c'est Betwave, une plateforme décentralisée où les parieurs sont les acteurs de la plateforme. Je reviendrai sur ce point-là juste après. Une transparence grâce à la blockchain, car au final, on ne peut rien lui cacher. Aucune intervention de tiers. Et enfin, l'idée, c'est que les paris sont réalisés grâce à des smart contracts et au final, ces derniers s'auto-régulent par l'offre et la demande. Donc, nos avantages, un taux de retour aux joueurs de minimum 98%. Ensuite, les utilisateurs sont les acteurs parce que ce sont eux qui créent au final les paris et suite à ça, ils ont en fait des récompenses pour les créer et ce sont également ces mêmes personnes qui valident les résultats et qui sont également récompensées. Le tout forcément pseudonyme sur l'idée de la blockchain Polygon par rapport à ses frais, son développement et un peu sa partie Zero Knowledge Proof. On veut quand même une plateforme sécurisée qu'une personne qui a 12 ans ou bien 13 ans ne puisse pas parier. Donc la répartition des mises. Donc l'idée, donc sur 100% du smart contract, il y a 97% de la somme qui est reversée à la partie gagnante, 2% pour la plateforme pour l'instant, pour pouvoir continuer à se développer. À terme, c'est des chiffres qui peuvent techniquement évoluer. Et enfin, 1% sous forme de récompense, 0,5% pour la personne qui a créé le pari et 0,5% pour les validateurs du résultat. Ensuite,
une roadmap qu'on avait un petit peu imaginée. Donc, on avait fait le MVP sur en fait la blockchain Ethereum pour permettre à Nicolas de développer la date dans le sens de l'examen. Ensuite, on part vers en fait Polygon, ajoute d'un bouton claim pour limiter les frais. Et après, c'est l'idée de base, c'est en fait un order book pour les paris. Et après, le reste, c'est des petites choses qu'on a pu imaginer pour la suite. Tu peux passer, Nico, s'il te plaît, la slide du coup. Et enfin, un mot sur l'équipe. Donc, on était 4. Il y avait Mathieu, François et moi en tant qu'au final consultant blockchain et Nico en développeur. Et je vais lui laisser la parole pour la démo. Ouais, merci Jérémy. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, on t'entend. Super, merci. Donc moi je vais vous présenter donc le POC qui a été fait. Donc il a été fait avec React et donc déployé sur le network Sepolia. Donc comme a dit Jérémy, les valeurs elles peuvent évoluer. Donc ici vous avez l'affichage des valeurs. Donc tout participant à la plateforme est un acteur dans le sens où à partir du moment où on devient validateur, donc pour ça il faut stacker un Ether. En fait on peut demander des votes et choisir sur un nombre de valeurs. Donc le pourcentage qui va être reversé à la plateforme, aux créateurs et aux validateurs et aussi les quorums. Donc on a le quorum de Paris et le quorum de la DAO. Et on a aussi un nombre de validateurs minimum pour éviter en fait le côté on a un validateur et que il dicte un peu sa loi sur la plateforme. Donc là en présentation je vais vous montrer, donc j'ai déjà créé un vote et donc j'ai mis à 10%, donc là on est à 1% sur ce qui est reversé aux créateurs. Moi je vais passer à 10. Donc le quorum, j'ai déjà fait 2 votes, donc au troisième, voilà, ça se met automatiquement à jour. Donc on a bien maintenant 10% qui doivent être reversés à notre créateur. Donc ensuite ici, donc j'ai déjà créé un pari, donc j'ai 4 personnes qui ont parié chacune 10 Ethers. Donc normalement, je m'attends à ce que mon créateur ait 4 Ethers de reversés sur son portefeuille. Donc on voit ici ce que disait Jérémy, la mise à jour automatique des cotes, c'est-à-dire que en fonction du nombre de pariants pour A ou pour B, les cotes se mettent toutes seules à jour et s'affichent. Donc maintenant, je vais me mettre dans la peau de mon validateur. Voilà. Donc je peux démarrer une validation. L'idée ici de faire ça, c'est que le créateur du pari, il va être en charge et donc il est rémunéré et il est en charge de gérer le timing du pari. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la partie validation. Donc il faut voter pour le gagnant. Et donc pareil, c'est les acteurs du pari qui vont pouvoir voter. Hop. Donc là, je fais voter donc pour le gagnant. Donc moi j'ai décidé que le gagnant c'était Max. Donc j'ai besoin de 4 validations puisque j'ai 4 dans ma la valeur c'est 4 dans la DAO. Et voilà. Et une fois que la validation est faite, on peut voir ici que le créateur, il a 4 Ethers de plus que les autres, ils avaient tous la même somme. Donc il a bien perçu ces 4 Ethers. Et si je veux récupérer mes fonds, quand la transaction sera passée, il récupérera. Hop, là c'est passé. Voilà, il a bien récupéré. Ça fait un peu plus de 30 Ethers. Et donc on a quasiment tout qui a été redistribué aux utilisateurs puisque les validateurs et le créateur sont bien des utilisateurs de la plateforme. Donc il y a quand même une redistribution. Actuellement, il n'y a qu'un seul pourcent qui est donné pour la plateforme et qui est pour on va dire les frais d'utilisation de la plateforme, cette valeur étant modifiable sur une DAO. Voilà pour la partie démonstration, j'ai fait assez vite vu le timing. Ouais. Tout à fait. Et très sympa cette plateforme un peu à la curve dans un design classique. Ouais, j'ai mis l'accent sur la sécurité, du coup j'ai pris un classique autant sur les couleurs que sur ce qu'il y a au fond. Même question que pour les projets précédents. Est-ce que vous avez envie d'aller un peu plus loin ensuite, après cette formation, ou ça s'arrête au stade de projet d'école? Ça s'arrête au stade de projet d'école. On a essayé de faire quelque chose qui peut exister, dans le sens où il y a vraiment un manque là-dessus, mais on va pas continuer personnellement. Et puis pour l'avoir déjà vu, on sait que les projets de betting, c'est aussi des projets extrêmement complexes en termes de légal, compliance, même données privées, c'est extrêmement complexe. Ouais.
Donc pas forcément évident en effet. Typiquement, C'est la ce que j'allais plateforme dire. est illégale en France, par exemple, actuellement, Ouais, dans son exactement. état actuel. C'est ça, ouais. C'est des super projets pour s'entraîner et prendre la main, mais effectivement, une fois qu'on veut le passer dans le monde réel, c'est extrêmement compliqué sur l'aspect légal. Donc je comprends tout à fait le choix que vous faites. Parfait. Eh ben, on est dans le Merci à timing, vous. Cyril, donc on va pouvoir passer Parfait. au groupe numéro 5, c'est parfait. On vous remercie en tout Exactement. cas Merci à chaleureusement, vous. Jérémy, Nicolas Merci. d'être venus. C'est super sympa d'avoir Merci à partagé votre vous. projet. Et puis on vous souhaite une très bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci. Allez, merci à vous. Hop là, et donc nous recevons Thomas, nous recevons Arnaud, nous recevons Arthur, et nous recevons Benjamin, la totale équipe incroyable pour ce projet 5 qui s'appelle Syndix, qui est donc un syndicat de copropriété décentralisé. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode des Chroniques d'Alira où j'avais expliqué que ce genre de projet, moi, ça me plaît parce que c'est très ancré dans le réel. Donc, let's go. Celui qui veut présenter peut présenter quelque chose, si vous avez quelque chose à présenter. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup, Cyril. Vous m'entendez bien? Très bien, Arnaud. Bon, vu que j'ai vu que tout le monde mettait un petit partage d'écran, je vais essayer d'en faire un également. Je Allez. vous promets rien. Voilà. Et ça sera 100 de mon côté. Du coup, moi, je vous présente Syndix. C'est un projet qui vise à automatiser, à fluidifier et à simplifier les tâches administratives des copropriétés. Et nous, on a ciblé comme marché le marché français, les territoires et les pays qui ont une législation et un fonctionnement relativement similaires. Merci, du coup, Ben se prépare. Le but est d'offrir aux gestionnaires de ces copropriétés, donc ça peut être des syndics de copropriétés professionnels ou non professionnels, ceux qui veulent décider de gérer un bien en bon voisin, de leur offrir des outils appropriés pour automatiser leurs tâches administratives, diminuer le temps qu'ils vont passer dessus pour essayer de se focaliser sur leur cœur de métier qui est la relation client et l'accompagnement humain, et de les faire entrer par la même occasion dans l'environnement du Web 3.0. Pour cela, on a tout un panel de services dédiés aux syndics de copropriété, des services technologiques, mais on s'est focalisé sur un pour le moment, qui est une tâche assez fastidieuse et délicate et qui est assez mimétique de la blockchain puisqu'il s'agit des assemblées générales. Mimétique parce que l'assemblée générale, donc c'est le lieu et la période durant laquelle les propriétaires vont se rassembler pour décider, voter sur des résolutions et décider des choses à entreprendre sur l'immeuble. Ça peut être tout simplement décider de la gestion financière du syndic, mais ça peut être aussi de prévoir une femme de ménage si les propriétaires ne veulent plus balayer devant leur porte, de prévoir des travaux pour la toiture pour plus avoir de fuite, ou même refaire une façade si la mairie le demande, par exemple. Et donc, cette assemblée générale, je disais mimétique parce que du coup, on va chercher un consensus. Et pour ce faire, on a décidé de concevoir la copropriété comme une mini DAO et de le gérer avec un accompagnement humain. Donc pas totalement décentralisé en effet parce que on est tributaire d'une législation qui est changeante et évolutive, donc on est obligé d'avoir ce développement. Donc on a notre équipe de développement qui est ici représentée par Benjamin, qui va se mettre avec les syndics pour créer un smart contract. Et ce smart contract répondra à des cahiers des charges précises du syndic, du règlement de copropriété, de la législation et des documents constitutionnels de l'immeuble. Et ce smart contract va permettre au syndic d'organiser et d'automatiser l'assemblée générale, prévoir une date, prévoir une période durant laquelle les personnes vont pouvoir s'exprimer et voter, collecter les résolutions de chaque propriétaire. Après, c'est au syndic de faire le tri, si oui ou non, ça doit faire partie de l'assemblée générale, et ensuite voter s'ils sont d'accord ou non pour participer aux décisions de cette copropriété. De son côté, les copropriétaires vont avoir un accès personnalisé, accessible via un système cryptographique, et vont pouvoir du coup communiquer avec le syndic sur ces résolutions-là et aussi voter. Et ce système cryptographique va permettre du coup de s'assurer de la validité et d'identité de chaque copropriétaire. Après, sur ce service d'assemblée générale, on prévoit une petite évolution parce que la législation, notamment française, prévoit
qu'il y ait une utilisation de la voix lors des assemblées générales. Donc, on pense utiliser une abstraction de compte pour le système cryptographique et le remplacer par un système d'identification vocale, comme on a pu le voir encore pour certains développements. Et parce que chaque décision se fait avec un type de majorité différente. On peut avoir des décisions qui se prennent à la moitié des copropriétaires ou à l'unanimité. Faire un machine learning pour le futur, essayer de pouvoir apprendre de toutes ces assemblées générales et de pouvoir aider les syndics de copropriété dans le type de majorité qu'ils doivent choisir en fonction des résolutions qui sont prises et des sujets qui sont évoqués. J'espère ne pas avoir pris trop de temps pour que Ben puisse vous montrer un petit peu notre mini DAO. Merci beaucoup. Parfait. Ben, à toi. Allez, c'est parti. Du coup, donc je vais vous présenter notre DApp qui a été développé donc avec Next.js et qui tourne sur Mumbai. Donc j'ai pas la DApp en live, mais ça sera des screenshots que j'ai utilisés pour mon rapport, notamment parce que en fait c'est une application qui fonctionne en fait suivant une timeline. Donc si on doit simuler tout un processus de vote, on n'aura jamais le temps de pouvoir le faire ici. Donc c'est parti. Donc pour reprendre ce que disait Arnaud, en fait, on a un contrat principal qui est le contrat de Syndix et qui est une sorte de factory qui va nous permettre de générer des mini DAO, donc une DAO par copropriété. Et ces DAO, elles vont posséder un token de gouvernance et des tokens de vote. Elles vont permettre d'implémenter le processus d'assemblée générale, donc pour pouvoir collecter les différentes résolutions des participants, les votes, et on a également un petit système qui vient consommer le service Chainlink VRF pour obtenir un nombre aléatoire qui va nous permettre, dans certains cas, de pouvoir départager les votes qui seraient à égalité, de manière impartiale. Il pourrait y avoir d'autres techniques, mais on est parti sur ça dans le cadre de la formation. Donc, je vous fais on passe rapidement en fait sur les différentes étapes. Donc ici, on est dans l'accueil, on est sur la partie Syndix. Donc c'est l'administrateur qui va pouvoir créer en fait des copropriétés. Donc ici, on crée une copropriété qui s'appelle copro. On lui donne un type de jeton et puis le contrat en fait qui va venir être le gestionnaire, le syndic de la copropriété. Une fois que la copropriété est créée, donc on peut accéder à une interface qui va permettre au syndic, donc à l'entité qui possède en fait l'adresse qui manage la propriété, de venir rentrer les différentes parts que possède chaque copropriétaire. Donc ça, c'est fait sur la base d'un document légal et c'est une action qui reste à la charge du syndic. Donc ici, typiquement, on voit qu'on a 3 copropriétaires et donc la répartition se fait en tantièmes, c'est 10 000 parts pour représenter une copropriété. Ici, on voit qu'on est à 2005, plus 2005, plus 5 000. On va pouvoir administrer, visualiser en fait le jeton de gouvernance. Ici, voilà, on voit les propriétés du jeton de gouvernance. Donc il y en a 10 000. Et ces jetons de gouvernance va donner ensuite le droit de claim des tokens de vote à chaque assemblée. Les tokens de vote seront propres à chaque assemblée générale, puisqu'ils pourront être échangés entre les participants pour simuler un système de délégation. C'est un choix qu'on a fait de l'implémenter comme ça, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on choisira dans l'avenir. Enfin, un onglet qui va permettre au syndic de générer des assemblées générales, donc sélectionnant une date. À partir du moment où le syndic a sélectionné sa date, l'assemblée générale, elle va être créée et on va avoir une timeline. On peut voir ici les différentes étapes en haut. On va avoir une timeline qui sera exécutée en fait par le smart contract. Donc on aura une première période où on va pouvoir soumettre des résolutions. Les participants vont pouvoir réclamer leur jeton de vote. Ensuite, on aura une période de lock-up où plus rien ne pourra se passer. Et ensuite, derrière, on va avoir la session de vote qui va se dérouler, puis enfin le tally, c'est-à-dire le décompte des résultats.
Donc ici, c'est la vue d'un utilisateur. Il peut claim ses tokens de vote. On voit qu'une fois qu'il les a claim, donc il les a récupérés ici. 2500, donc quand il va émettre un vote, en fait, ça représentera son poids. Il peut aussi en transférer à d'autres copropriétaires s'il veut faire de la délégation. Ici, on voit que pour chaque résolution, donc là, on n'est plus sur la partie syndic. C'est ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure. Il va falloir que, en fonction de la nature de la résolution, on détermine le type de consensus de vote. Donc, on peut avoir soit l'unanimité, la majorité simple, absolue ou double. Donc, en fonction de ce qui est sélectionné, le contrat intelligent va exécuter ce qui est demandé par la législation. C'est basé sur ça. Et cette action, elle reste manuelle à la charge du syndic parce qu'il y a une analyse en fait de la résolution, de sa nature, une analyse humaine qui, à terme, pourrait peut-être être épaulée, voire remplacée par de l'IA. Voilà, ici vous voyez différentes résolutions qui ont été proposées. Donc on va pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir voter, en tout cas les copropriétaires. Et ici on arrive sur la fin. Donc là on a la phase de vote qui est terminée. Et donc on peut revoir le type de consensus qui a été déterminé par chaque résolution. Je vais juste vous montrer le cas particulier de l'égalité. Donc ici on a fait une réclamation à Chainlink pour pouvoir avoir un nombre aléatoire qu'on a baptisé tiebreaker. Là, on voit la transaction qui se réalise. Et enfin, quand on récupère le tiebreaker, ici, on voit que notre résolution, donc celle-ci, c'était une résolution en majorité simple. On voit les poids des shares qui ont été attribués, donc 5000 contre 5000. Et donc, du coup, on est à égalité yes. Et en fait, le nombre ici étant impair, on a une approbation, étant pair, pardon, on a une approbation de la résolution. Voilà. Après, dans l'avenir, on pourra imaginer des mécanismes plus compliqués et plus poussés en fonction de ce qui est prévu dans la loi. Parfait, merci beaucoup. Tu fais une transition parfaite, tu parles dans l'avenir. Du coup, est-ce que vous comptez prolonger l'expérience, le projet? On compte prolonger l'expérience. Qu'on a quelque chose dans les cartons. Ouais. Vous pouvez pas en dire plus, mais quelque chose dans les cartons, c'est ça, hein. Disons qu'après, vous imaginez bien qu'en un mois, on a dû faire beaucoup de compromis pour arriver à présenter quelque chose, même si le travail de Benjamin est assez exceptionnel. Mais du coup, on va prendre beaucoup plus de temps maintenant pour fignoler en tout cas l'idée et la rendre beaucoup plus pratique au niveau technique. Trop cool. Bon, on espère en tout cas que ça aura plu à tout le monde de pouvoir voir un petit peu ces aperçus des différents projets. Évidemment, on est passé vite sur les aspects de gestion de projet. On est passé vite sur l'ensemble des livrables qui ont été donnés par les consultants en face des jurys. On est passé vite, évidemment, sur la partie technique. On n'a pas évoqué tout le travail qui a été fait. Tu vois, là, par exemple, tu viens d'évoquer, Benjamin, Chainlink pour pouvoir résoudre des solutions de conflit. C'est extrêmement intéressant, mais on n'a pas le temps, hein. Le format est très réduit. Mais ça nous a fait très plaisir, en tout cas, de pouvoir voir tout ça. Encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus sur la blockchain et sur comment rentrer dans le monde de la blockchain professionnellement, un petit tour sur alira.fr et je pense très cool, ne serait-ce que pour se enregistrer sur les webinaires ou participer aux formations directement. Donc voilà. Gaëtan, un mot de la fin? Ouais, on voulait encore une fois remercier tous les élèves qui sont venus présenter leur projet. C'était un vrai plaisir de vous entendre et de vous revoir après les fêtes. Vous souhaitez tous une très bonne année 2024 et puis on ne se perd pas de vue puisque vous nous retrouverez tous les jeudis dans tous les cas en chronique à l'IRA à 12h30. Vous en avez l'habitude maintenant. Et puis on espère vous voir également nombreux lors de nos formations qui démarrent à la fin du mois. Encore merci à tous les cas d'avoir fait votre présentation et on vous dit à très bientôt. Sympa les mecs, salut. Merci. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.